Chapitre 4, première année, pleine lune. Dimanche 5 septembre 1971. Rémus passa le reste de la semaine à ignorer les autres garçons autant qu'il le put. C'était une technique qu'il avait apprise à Saint-Édoun. Il valait mieux ne pas se faire remarquer. Et la meilleure solution, c'était que personne ne sache absolument rien sur vous. Il avait de temps en temps eu droit à une clé de bras ou à l'honneur de se retrouver la tête enfoncée dans les chiottes, mais dans l'ensemble, personne n'avait vraiment fait l'effort de le déranger. Mais James, Sirius et Peter étaient évidemment différents en tout point des garçons de Saint-Eddy. Ils étaient ce que la directrice appelait des garçons bien éduqués. Sirius et James, surtout, semblaient avoir de l'argent. Cela se voyait à la façon dont ils parlaient de leur maison, mais aussi, simplement, à leur manière de parler. Chaque voyelle et consonne étant clairement prononcée. Rémus écoutait attentivement et s'efforçait de les imiter, s'étant résolu à ne plus mâcher ses mots. Il ne s'agissait pas seulement de leur accent, mais aussi de ce qu'ils disaient. Rémus avait grandi avec des adultes qui lui disaient constamment de se taire, et avec des garçons qui cassaient la tronche de quiconque prononçait plus de mots que le strict nécessaire. James et Sirius parlaient comme les personnages d'un roman, leur langage empli de métaphores descriptives et de sarcasmes cinglants. Leur répartie tranchante était beaucoup plus intimidante qu'un coup de poing au visage, pensait Rémus. Ou tout du moins, cela avait le mérite d'être rapide et de permettre de vite passer à autre chose. Il avait jusque-là évité les autres garçons lors de ses promenades dans le château. À Saint-Edmund, il avait très peu de liberté et passait la plupart de son temps enfermé dans une pièce. À Poudlard, il semblait qu'il n'y avait nulle part où vous ne pouviez pas aller, et Rémus était déterminé à découvrir chaque centimètre de ce paysage étrange. On leur avait fourni des cartes pour les aider à trouver leur salle de classe, mais Rémus trouvait qu'elles étaient extrêmement incomplètes et beaucoup trop simplifiées. Elles ne montraient pas, par exemple, un passage secret qu'il avait trouvé et qui menait des cachots aux toilettes des filles du deuxième étage. Il n'avait aucune idée du pourquoi quiconque aurait besoin un jour d'aller de l'un à l'autre, et la première fois qu'il l'avait utilisé, il avait été accosté par un fantôme particulièrement agaçant qui l'avait aspergé de savon. Il aurait également été utile d'animer la carte de la même manière que les peintures, on aurait alors au moins pu suivre le mouvement de ces escaliers ridicules. Il était également certain qu'une des pièces bougeait. Il lui semblait qu'il ne la trouvait jamais au même endroit. Lorsque l'après-midi du dimanche arriva, Rémus se mit à redouter le lundi, qui ne serait pas seulement le premier jour après la pleine lune, mais aussi le premier jour de cours. Après le dîner, que Rémus passa seul à quelques sièges de Sirius, James et Peter, il se rendit rapidement au bureau de McGonagall. Elle l'attendait accompagnée de l'infirmière scolaire qu'on lui avait déjà présentée. C'était une femme gentille et accommodante, même si un peu maniaque. Bonsoir, monsieur Lupin, lui sourit McGonagall. Merci d'être si ponctuel. Suivez-moi. À la surprise de Rémus, les deux femmes le conduisirent non pas dans les cachots comme il l'avait pensé, mais à l'extérieur du château, vers un très grand arbre tordu. Le sol cogneur avait été planté récemment dans le parc. Dumbledore avait expliqué dans son discours de début d'année qu'il avait été donné par un ancien élève. Selon Rémus, celui qui en avait fait don devait vraiment détester l'école, car l'arbre était non seulement terrifiant par son aspect, mais aussi d'une extrême violence. À leur approche, le professeur McGonagall fit quelque chose de si incroyable que Rémus en cria presque de stupeur. Elle sembla disparaître, rétrécissant soudainement jusqu'à ce qu'elle ne soit plus là du tout. À sa place se trouvait un chat tigré aux yeux jaunes. Madame Pomfresh ne donna aucun signe de surprise alors que le chat courait vers l'arbre qui agitait ses branches comme un enfant qui piquerait une crise de colère. Le chat put atteindre le tronc de l'arbre sans être blessé et pressa une patte contre un des nœuds de l'écorce. L'arbre devint instantanément immobile. Rémus et Madame Pomfresh avancèrent, pénétrant sous l'arbre, dans un trou que Rémus n'avait jamais remarqué auparavant. À l'intérieur, McGonagall les attendait, de nouveau en sorcière. Le passage était faiblement éclairé par des torches qui émettaient une lueur verdâtre, et tout au bout se trouvait une porte. Celle-ci s'ouvrait sur une petite maison qui semblait abandonnée depuis longtemps. Les fenêtres étaient condamnées et les portes verrouillées. Nous y sommes. McGonagall s'efforça de sembler rassurante, mais l'endroit semblait vraiment sinistre. J'espère maintenant que vous comprenez que nous ne pouvons pas rester avec vous. Mais si vous le voulez, Madame Pomfrey peut attendre dehors jusqu'à ce que la transformation soit finie. Rémus haussa les épaules. Ça va aller. Comment je reviens au château demain matin? Je reviendrai dès que le soleil se lèvera, lui assura Madame Pomfresh. Je te remettrai sur pied et tu seras en cours avant même que quelqu'un ne remarque ton absence. Elle sourit, mais son regard semblait triste. Cela mit Rémus mal à l'aise, mais de toute façon, on était arrivé au moment de la soirée où tout le rendait mal à l'aise. Ses cheveux le démangeaient, sa peau paraissait se resserrer autour de ses os, sa température montait. Vous ferez mieux de partir, dit-il rapidement en avançant dans la pièce vide. Il y avait un petit lit de camp contre un mur avec des draps propres. Il avait sûrement été mis là pour lui. Les deux femmes partirent en verrouillant la porte derrière elles. Il entendit McGonagall marmonner quelque chose et se demanda quel genre de sort elle jetait sur la maison. Quel qu'il soit, c'était sûrement mieux que ces affreuses plaques en argent.
Il s'assit sur le lit pendant un moment, puis se releva agité. Il fit les 100 pas dans la pièce. Parfois, il avait l'impression que le loup s'immisçait dans son esprit avant qu'il ne s'empare de son corps, et à mesure que l'obscurité prenait doucement ses droits à l'extérieur, ses sens devenaient plus aiguisés. La faim prenant possession de son ventre comme une houle indomptable. Rémus enleva rapidement ses vêtements, ne voulant pas les déchirer. Une douleur sourde s'empara de ses articulations, et il s'allongea sur le lit. C'était le pire moment. Son cœur battait à tout rompre, et il jura entendre ses tendons craquer en s'étirant. Ses os et ses dents grinçaient les uns contre les autres en s'allongeant, son crâne se fendre et se remodeler. Il gémit et siffla jusqu'à ce que la douleur devienne trop forte, puis il cria. Il ne put qu'espérer être assez loin de l'école pour que personne ne puisse l'entendre. En tout, cela dura environ 20 minutes, mais il n'avait jamais vraiment chronométré. Tout devenait brumeux par la suite, il ne se souvenait pas toujours de ce qu'il se passait, une fois qu'il devenait le loup. Cette première nuit à Poudlard fut floue et il se réveilla avec moins de blessures que d'habitude. Il avait peut-être reniflé ce territoire inconnu, testé ses limites. Il avait dû essayer de se jeter sur les portes ou les fenêtres à un certain moment. Il allait avoir une série de bleus sur le côté gauche pendant plusieurs jours. La transformation en sens inverse était tout aussi déplaisante. Une sensation d'écrasement et de crispation tout le long de son corps qui le laissait essoufflé et endolori. Il essuya les larmes au bord de ses yeux et se glissa dans le lit de camp, heureux de pouvoir dormir tranquillement pendant 1 heure avant que le soleil ne soit complètement levé. Madame Pomme-Fraîche revint, comme elle l'avait promis. Parlant d'un ton apaisant, elle posa ses mains fraîches sur son front frévieux. Je n'aime pas l'état dans lequel tu es, dit-elle, tandis qu'il ouvrait ses yeux encore remplis de sommeil. C'est de la folie d'imaginer que tu peux suivre une journée d'école complète comme ça. Tu es épuisé. Personne n'avait jamais exprimé une telle inquiétude à son égard auparavant, et cela le toucha d'une façon désagréable. Il la repoussa en attrapant ses vêtements. Je vais bien, je vais y aller. Elle lui fit boire quelque chose avant de le laisser se lever. Cela avait un goût âcre et métallique, mais il se sentit mieux après. Il se précipita à la tour des Griffons d'Or pour enfiler son uniforme au plus vite. Il ne voulait pas manquer le petit déjeuner, il avait une faim de loup. Où étais-tu passé l'accosta James dès qu'il fit irruption dans leur dortoir. Les 3 garçons étaient tous debout et habillés, l'air impeccable, à l'exception des cheveux de James qui restaient toujours ébouriffés. Nulle part. Rémus passa devant eux pour rejoindre ses affaires. Est-ce que ça va demanda Sirius, lui jetant un coup d'œil dans le miroir où il lissait ses propres cheveux. Ouais, ajouta James observant attentivement Rémus. Tu sembles un peu étrange. Rémus leur jeta un regard noir. Foutez-moi la paix. On essaie juste d'être sympa, répondit Peter, les mains sur les hanches. Tous trois fixèrent Rémus qui était sur le point d'enlever son t-shirt lorsqu'il se souvient de ses bleus. Quoi leur grogna-t-il. Vous allez tous m'observer m'habiller. Vous les riches, vous êtes tous des tapettes. Il se rendit dans la salle de bain et claqua la porte. Après quelques instants, il entendit Peter se plaindre qu'il avait faim, et les 3 autres sortirent du dortoir.